Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Célébration de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi à Yoff Djamalaye. Des milliers de fidèles ont assisté ce matin au Yor-Yoru Djamalaye. L'imam Makhtar Laye a invité les fidèles à s'inspirer des enseignements du Mahdi pour être un citoyen modèle. En sport, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, le match de la finale qui va se tenir ce soir va opposer le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La confiance est de mise des deux côtés. Chaque équipe espère remporter le trophée continental. Nous irons à Abidjan pour retrouver notre reporter sur place. Bienvenue à tous. La masse salariale pèse pour 46% de nos recettes fiscales. Un niveau de loin compatible à la richesse nationale. Ce sont les indications du ministre des Finances qui relèvent ainsi les efforts de l'État en direction des travailleurs. Il note également quelques incompréhensions sur les indemnités. C'est ce qui justifie d'ailleurs les recommandations du Premier ministre à procéder à une analyse détaillée des engagements de l'État. Nous écoutons à ce propos le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. On est à plus de 46%, quasiment la moitié des recettes fiscales du pays. Donc ça mérite une réflexion. Le secrétaire général Moudou Biro l'a dit, l'équité salariale, oui. Mais effectivement, quelques dysfonctionnements ont été notés à travers une incompréhension sur l'indemnité spéciale complémentaire qui pouvait s'appeler indemnité de logement. Mais le fait de l'appeler indemnité spéciale complémentaire, ça a créé tous les problèmes du monde. On a dit, en plus de ça, il nous faut le logement. Alors que l'idée, c'était effectivement ceux qui n'avaient pas d'indemnité de logement, qu'ils aient une indemnité spéciale complémentaire, nette d'impôt. Hiérarchie A, 300 000, hiérarchie B, 250 000, A2, 250 000, ainsi de suite. Et 90 000 est le salaire net d'impôt, la catégorie la moins élevée. Au Sénégal, on n'a jamais augmenté de 300 000 net d'impôt un agent de la hiérarchie A1, un agent de la hiérarchie A2 qui puisse gagner 250 000. De plus, son salaire avant, plus 250 000 net d'impôt. Ça veut dire ce que cela veut dire. Voilà, juste pour indiquer. Mais néanmoins, comme le Premier ministre nous l'a instruit, tout ce que vous avez indiqué comme texte, il y a certains textes qui ont été déjà finalisés au sein du gouvernement. Et je vous le disais dans les titres, au deuxième jour de l'appel de Seydina Limamoulaye, Yoff a refusé du monde. Des milliers de pèlerins layènes se sont donné rendez-vous à Djamalaye pour revisiter l'œuvre du Mahdi. La cérémonie animée par l'imam Ratib de Yoff est occasion pour revisiter les enseignements de Seydina Limamoulaye, un grand moment de prière et de communion. Et justement, direction Yoff Djamalaye pour retrouver notre reporter Maman Moussagna. Bonjour Maman. En attendant de revenir sur Maman Moussagna, je vous disais au deuxième jour de l'appel de Seydina Limamoulaye, Yoff a refusé du monde. Des milliers de pèlerins layènes se sont donné rendez-vous à Djamalaye pour revisiter l'œuvre du Mahdi. La cérémonie animée par l'imam Ratib de Yoff est une occasion pour revisiter les enseignements de Seydina Limamoulaye, un grand moment de prière et de communion. Salut sec. Bonjour Maman Moussagna. Bonjour. Voilà, Maman Moussagna, vous venez d'assister à l'activité principale de ce deuxième jour de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. Et tout à l'heure, vous avez écouté l'imam Makhtar Laye. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours qu'il a adressé aux fidèles laïens? Merci, Aminata Mbengue Fall, vous l'avez dit. Vous venez exactement au moment où s'achève
Yorioru Djamalay, comme on l'appelle ici à Yoff. Yorioru Djamalay, c'est un moment d'échange entre les chefs religieux et les fidèles, des fidèles venus nombreux encore une fois ici pour écouter ces messages. Ce matin encore, nous avons écouté Imam Makhtar Laye qui est revenu sur les comportements des fidèles, des comportements à améliorer. Nous avons également écouté Mamadou Lamine Laye qui est revenu sur le sens du thème, un thème qui rappelle la paix, la nécessité de cette paix qui doit être durable, cette paix qui doit servir à toute la communauté musulmane. Vous le savez déjà, depuis hier, nous sommes ici entre Yoff, Ngor et Cambérène. À Cambérène, hier également, c'était des communications liées au thème d'actualité. Et là également, des autorités religieuses sont revenues sur le contexte socio-politique actuellement ici au Sénégal. Dans l'après-midi, les fidèles étaient également à Ngor, comme cela se fait traditionnellement, pour visiter cette grotte. Cette grotte qui est un passage obligé pour les fidèles, comme chaque année. Pour dire donc que le calendrier a été respecté, tout se déroule normalement ici à Yoff. Du point de vue sécuritaire, la gendarmerie nationale est là. Du point de vue sanitaire également, le ministère de la Santé a déployé les gros moyens. La Croix-Rouge sénégalaise est là. Et il faut aussi noter que toutes les conditions seront réunies pour une bonne organisation de cette 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Maman Moussagna, vous l'avez dit, la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye se poursuit. Et dans l'après-midi, est-ce qu'il y a une autre activité religieuse qui est prévue? Aminata Mbengue Fall, dans l'après-midi, ce sera au tour du gouvernement de venir ici, sur ces mêmes lieux. Ce sera l'occasion, vous le comprenez, d'organiser cette cérémonie officielle comme cela se fait traditionnellement. Évidemment, la délégation gouvernementale sera composée de différents ministres, mais à la tête de cette délégation, il y aura le ministre de l'Intérieur qui s'occupe couramment des affaires religieuses ici dans notre pays. Maître Sidiki Kaba va diriger donc cette délégation ici même pour cette cérémonie religieuse. Une cérémonie très attendue puisque la famille de Seydina Limamou Laye s'adressera au gouvernement. Également, le gouvernement parlera à ses autorités religieuses. Il s'agira simplement d'échanges entre le spirituel et le temporel, comme on a l'habitude de le dire. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette cérémonie. Ce sera dans nos prochaines éditions, sinon ce sera dans des émissions en direct à partir de ce haut lieu. Rappelez simplement que dans le journal en Wolof, nous aurons également l'occasion de revenir sur tout cela. Ce sera avec son Kaltom Gueye. Merci Maman Moussagna pour toutes ces informations. La 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi s'est ouverte hier sous le signe de l'union et de la cohésion, érigé en pilier de la stabilité sociale et politique. Cambérène, épicentre de foi et de dévotion, a vu affluer des fidèles de tous horizons venus en masse répondre à l'appel. Kaltum Gueye. Djamalay Seydina Issa Rohou Laye a refusé du monde à l'occasion de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'activité s'est ouverte ce samedi à Cambérène. La cérémonie, présidée par le porte-parole de la famille laïenne, Mohamedou Lamine Laye, accompagné par ses frères et ses fils. Seydina Issa Laye, coordonnateur général de l'appel, a axé son allocution sur le thème de cette édition, l'union, socle de stabilité sociale et politique. Il a adressé un message fort aux autorités politiques du pays. Il les appelle à maintenir le bon vivre ensemble qui a toujours été la force du Sénégal. Mohamedou Lamine Laye, quant à lui, dédie cette 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye à la prière. Après Cambérène, les fidèles vont se rendre à Ngor pour la deuxième activité de cette édition. Et dans une marée de foi et de dévotion, la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a illuminé Cambérène, attirant des fidèles laïens de partout, y compris de la diaspora. Armés de leur foi inébranlable, les pèlerins ont entamé cette commémoration par des prières et des instants de profonde spiritualité. Salut sec.
Cambérène, point de ralliement des milliers de disciples laïens en ce jour du démarrage de la célébration du 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Ici, toutes les grandes artères grouillent de monde en cette matinée. C'est un événement qui représente beaucoup de choses pour nos confrères laïens. Parce que comme son nom, c'est le mardi, c'est un appel. Donc, Seydina Limamou alayhi wa salam avait fait cet appel-là pour rassembler toute la communauté laïenne. Sant Yàlla bu baax parce que lépp loo xamante ne nii Seydina Limamou woote na ko rek. Nous rendons grâce à Dieu. Cet appel représente beaucoup pour nous. Nous sommes très contents d'avoir assisté à cette présente édition. C'est un honneur pour nous. L'appel du Mahdi est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour ses disciples. Certains sont même venus de la diaspora pour assister à cet événement. Je viens d'Italie. Nous avons un daïra là-bas. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons répondre à tous les appels du Mahdi. Sinon, parfois aussi, nous pouvons célébrer cet événement en Italie. À Cambérène donc, la ferveur religieuse est partout perceptible. Des zikrs rythment ces moments de prière. Nous sommes venus pour revisiter les enseignements de Seydina Limamou Laye. C'est une occasion pour nous aussi de se ressourcer davantage. C'est ce qui explique notre présence ici. Nous allons profiter de cette occasion pour formuler des prières. Donc nous sommes là pour se ressourcer et prier. Avec effervescence et ferveur religieuse, les disciples ont encore perpétué la tradition en répondant massivement à l'appel de Seydina Limamou Laye. L'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi est aussi un carrefour d'échange. Pendant que les fidèles affluent pour honorer leur tradition religieuse, les commerçants saisissent l'opportunité pour étaler leur petit commerce, animant les alentours avec une variété de chaussures, vêtements et délices culinaires. C'est un reportage signé Mansour Dia. En face de la grande place qui abrite la cérémonie à Cambérène, ces jeunes hommes proposent leurs marchandises. Des t-shirts à l'effigie des dignitaires laïens. Nous vendons grâce à Dieu et à Seydina Limamou Laye. Les clients arrivent en grand nombre. Si c'était à 10 000 francs, je l'aurais acheté. J'aime la communauté laïenne. Mon grand-père est laïen ainsi que ma tante. Bien vrai que je sois talibé cher. Le blanc, couleur de la communauté, est également à l'honneur sous forme de djellaba. Je vends des djellabas et des grands boubous lors de cet appel. Toutes les tenues sont de couleur blanche. Chaque année, on est présent avec les mêmes habits et ça marche. Sa Nyebemboub, la quarantaine, originaire de Ngaï, propose des chaussures depuis plusieurs années aux fidèles. En cette présente édition, il compte faire de bonnes affaires. J'ai amené des produits locaux, à savoir les chaussures de Ngaï. Chaque année, je viens ici car c'est une occasion pour faire de bonnes affaires. D'autres qui comptent aussi faire de bonnes affaires, ce sont ces dames. J'arrive à rentrer dans mes fonds, même si ça marchait mieux avant. Maintenant, les grandes familles proposent des mets aux talibés. Elles offrent du tchakri, des petits déjeuners et autres. À l'instar de cette dame venue acheter une tenue pour la cuisine. Je vais chez ma grande sœur pour l'aider dans la cuisine, raison pour laquelle j'achète ces robes. À côté de ces produits incontournables, que sont les chapelets et les gravures, l'appel est donc une occasion pour les commerçants d'écouler plusieurs marchandises. Sur le chemin de gloire, c'est le titre du recueil de poèmes de Libas Diagne. Ce disciple de Limamou Laye a produit une œuvre poétique importante au plan spirituel et temporel sur la communauté laïenne. La vie et l'œuvre de Baye Laye y sont mises en lumière et en vers. D'autres grandes figures religieuses du Sénégal sont glorifiées à travers cette production littéraire. Kaltoum Gueye et Oumanig.
L'homme se définit comme disciple convaincu, un inconditionnel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, à qui il a consacré une bonne partie de son recueil de poésie. Seydina Limamou, Seydina Issa, pour Seydina Limamou d'abord, nous avons parlé de lui, nous avons parlé également du contexte, un peu de l'historique de son appel, les conditions, dans lesquelles conditions il a lancé son appel. Nous avons aussi parlé de quelques miracles. Sur les chemins de la gloire, c'est le titre de ce recueil écrit par un scientifique, professeur d'enseignement technologique de formation. Sa plume est allée au-delà de la sphère layène à laquelle il appartient. D'autres figures qui appartiennent à d'autres confréries, telles que Mam Ahmadou Bamba, le Magal de Touba. J'ai également parlé de la vie de Mam Abdou Aziz Dabakh. J'ai également parlé de la mort. Dans la partie temporelle de l'œuvre, l'auteur aborde des questions importantes liées à la vie, à la fin de l'existence, au pouvoir et à la société en général. Il y a un titre intitulé L'hommage à temps ou tard, l'hérétique, l'ingratitude, le jaloux. Donc pour traiter un peu tout ce qui tourne autour de la méchanceté, de l'hypocrisie. Libasse Diagne ratisse large et la réflexion intègre des thèmes comme les réseaux sociaux. Un thème d'actualité qui pratiquement nous a trouvé en cours de chemin durant notre vie. Donc est-ce que réellement on s'est bien préparé? Le temporel rejoint le spirituel et inspire un auteur engagé en islam à travers la communauté laïenne qu'il a façonnée, forgée. Sa poésie à la fois religieuse, sacrée et profane, est tout sauf prosaïque. L'appel des Layènes, une tradition ancrée depuis le 19e siècle à Dakar. Et nous allons à présent découvrir comment Mame Limamou Laye, à son retour de pêche, a été touché par une divine révélation marquant le début d'une mission spirituelle qui continue de rassembler des milliers de fidèles musulmans. Ibrahim Mboup déroule le fil de cette histoire fascinante. 24 mai 1883, une matinée paisible dans le village de Yoff. Mame Limamou Laye revient de la pêche lorsqu'il déclare être l'envoyé de Dieu. Âgé alors de 40 ans, son appel retentit. Plusieurs érudits rallient Yoff pour prêter allégeance au Mahdi. Jour de dimanche, entre 9h et 10h, se dirigeant vers les dunes de sable et faisant face aux 4 points cardinaux, il lança son fameux appel « Adjibou da'yallah ya mashar insi wal jinni in rasulullah ilaykum ». Donc, venez répondre à l'appel de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. C'était moi hier à la Mecque, sous la peau blanche, et c'est moi aujourd'hui à Yoff, sous la peau noire. Et donc, dès que retentit cet appel, il a été entendu. Un appel entendu et répandu dans les contrées les plus lointaines du Sénégal. Notamment du Waalo, du Gandiol, du Ndiambour, du Kayor, des grandes personnalités religieuses, des exégètes de Coran, se sont déplacés, n'est-ce pas, pour venir lui faire allégeance. Qui sont les exégètes ayant répondu très tôt à Seydina Limamou Laye Al-Mahdi? Si je parle du Waalo, le village de Naéré, derrière le lac de Guerre, il y a eu le monsieur qui s'appelle Mame Yatma Diop, donc qui a dit à son entourage immédiat, notamment son épouse Anta Mbaye, prends à Califorchon ton bébé Sibori, nous allons répondre à Mame Limamou qui m'a appelé. Et ils ont marché à pied 300 km pour arriver ici. La nuit, il y avait une sorte de lumière qui les orientait. Ensuite, je peux citer le cas de Mame Mayonilo. Mayonilo, il habitait vers la route de Ngourane, au niveau de Ngoumba Ngeoul, à 3 km de Ngoumba. Mais lui, son cas, c'est en réalité leur père Mbalolo qui leur avait dit que je ne serai pas de ce monde, mais après, vous entendrez un appel à l'ouest. Je vous recommande d'y aller. Mame Gilay Diop, également, il y a un vieux, un homme de Dieu s'appelle Massayer Ndiaye.
qui lui avait dit que dans quelque temps, cette pierre-là de Wangal disparaîtra et il y aura de l'eau. À ce moment, dès que vous entendrez un appel venant de l'ouest, il faut aller répondre. C'est un envoyé de Dieu. Je peux en prendre un autre, puisque à Bargny, Mam Alsan Wad, il est le fils de Amadine Wad. Amadine Wad a vécu 154 ans. Mais son fils Alsan Wad, tout comme l'autre fils Biram Wad, ce sont eux qui surveillaient les bœufs. Ils avaient un troupeau. Et nuitamment, ils ont trouvé les bœufs en train de discuter entre eux, en disant que l'imam al-Mahdi va apparaître. C'est un exemple patent. Et je peux maintenant citer le cas de Thierno Mbaye Sylla, qui fut imam ratib de Dakar pendant 22 ans et président du Cadi musulman pendant 14 ans. Donc, un notable reconnu par les 12 peintes. Donc, ce Mbaye Sylla-là a régulièrement dirigé les prières du vendredi jusqu'à ce que la mosquée de la rue Thiers soit construite en 1892. Et une fois terminée, les Lébous lui ont dit que soit vous restez imam, vous laissez l'imam, ou bien vous allez suivre l'imam et vous laissez notre mosquée. C'est ainsi qu'il a abandonné la mosquée de la rue Thiers pour aller rejoindre l'imam. Il y a également imam Djalande Gueye de Rufisque. Imam Djalande Gueye de Rufisque, c'était l'imam ratib. Et comme Rufisque était une grande ville devenue commune de plein exercice après Gorée et Saint-Louis et avant Dakar, donc vous voyez ce que ça représentait, même l'ancien port se trouvait là-bas. Imam Djalanda, dès qu'il a également entendu l'appel et qu'il a voulu faire allégeance, on lui a récupéré ses épouses et ses enfants. Il est venu avec seulement 2 enfants. C'est comme Mam Samba VI de Rufisque également, quartier Mérina. Lui, quand il a fait allégeance à Mam Limam Laye, c'est lui le grand-père de Baye Seydi Thiaw, 3e calife. Mais on lui a fait un embargo pour l'empêcher de participer à la pêche. Mais tout d'un coup, un courrier est arrivé avec un émissaire, avec des filets de pêche tout neufs, en demandant le vieux Mam Samba Gueye. Et dès qu'il a obtenu ses filets de pêche, il pêchait d'un côté. Ceux qui l'ont fait embargo ne pouvaient plus avoir de poissons et tous les poissons venaient à son voilà. Tafsir Mor Ndiaye, c'est le père de ma maman. Il habitait à Ségel. Alors donc, le nombre de ces talibés, on les balançait avec le nombre de talibés de El Hadj Malick Sy. Donc, vous voyez sa dimension. Mais une nuit, on l'a réveillé pour lui dire que le prophète est à l'ouest. Il a pris son cheval accompagné de ses talibés également. Il est arrivé jusqu'à Rufisque. On lui a dit que ici c'est Rufisque, Tengué. Ensuite, il continue jusqu'à Mbao. La même réponse, ici c'est Mbao. Il continua jusqu'à Yarakh, Anne. Et là-bas, on lui a indiqué le chemin. Il s'est dirigé à Yoff. Arrivé, dès qu'il est descendu de son cheval, il rampait sur les 4 pattes. Et c'est talibé de dire, mais Tafsir, avec ta dimension spirituelle, comment pouvez-vous le faire? Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, allez, roulez au sol. Et voilà pour la page consacrée à la célébration de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Sport à présent avec les échos de la CAN en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud a décroché la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo lors d'une séance de tir au but palpitante. Retour sur cette victoire héroïque avec Amadou Diallo. L'Afrique du Sud décroche la médaille de bronze de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana sont venus à bout des Léopards grâce à la séance de tir au but. Le gardien de l'Afrique du Sud, un vrai super-héros, permet à son équipe de battre la RDC au tir au but. Il faut dire que les Léopards avaient l'occasion de remporter la partie, mais Memba rate son penalty. Williams le repousse. L'excellent Williams revient
et gagne son duel face à Elia. Un arrêt qui permet à l'Afrique du Sud de finir 3e de la CAN. Dans le match, après une demi-heure de jeu, les deux équipes n'enregistrent aucun tir cadré. Les Léopards se sont montrés plus tranchants en première mi-temps. Après la pause, la tendance reste la même. Les Sud-Africains subissent les assauts des Congolais. 65e minute, énorme occasion pour la RDC. Le gardien Williams commet une erreur en laissant s'échapper le ballon. Mais Silas manque le cadre, le ballon fuit dans le petit filet. 76e minute, encore une grosse occasion pour la RDC. Memba envoie son ballon vers le ciel. Une belle occasion pour ouvrir le score, encore manqué. À la fin du temps réglementaire, Maélé rate sa reprise de volée devant les cages de Williams. À la séance de tir au but, l'Afrique du Sud sort vainqueur et décroche la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il ne reste plus que quelques heures pour la finale de la CAN. Côté ivoirien, l'objectif est d'accrocher une 3e étoile sur le maillot des éléphants. C'est du moins l'ambition d'Emers Faé, le sélectionneur des éléphants. Il l'a dit hier en conférence de presse d'avant-match. Il était accompagné de son attaquant Sébastien Haller, qui pense que la rencontre d'aujourd'hui sera différente du match de groupe perdu face au Nigeria, suivant le compte-rendu d'Ibrahim Mboup. Séance de prière d'une équipe miraculée qui rend grâce à Dieu. Des prières pour finir en beauté la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire ne rêve que du trophée après un parcours atypique, bluffant. On a là demain une belle opportunité pour déjà pour garder la coupe à la maison. Parce qu'on sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous demain on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion de rajouter une 3e étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. On attend forcément un match relevé parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Donc ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces justement. Et utiliser leurs faiblesses. Emers Faé a jusque-là fait des choix cohérents, courageux et payants. Il a déjà une idée sur les clés du match face au Nigeria. Psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va se jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement, mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés, donc on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Les Super Eagles ont eu la chance de battre la Côte d'Ivoire en phase de groupe 1-0. Un ascendant psychologique certain, mais les Ivoiriens semblent avoir tiré des leçons de ce revers. On s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Le fait que le Nigeria nous ait battus en phase de poule, on va dire que c'est un point, comme le disait Seb, c'est bien parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Même si entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Emers Faé annonce par ailleurs que son équipe prendra tout ce qui peut la motiver dans cette affiche de prestige. C'est le 3e technicien ivoirien à amener son pays en finale de Coupe d'Afrique après Yeo Martial et François Zawi.
Les Super Eagles du Nigeria ont également fait face à la presse. Ils se sont montrés très sereins et fortement motivés à l'idée de gagner la Coupe d'Afrique. Le Nigeria avait infligé à la Côte d'Ivoire sa première défaite en phase de groupe. Le contexte a changé, mais pas assez pour ébranler la bande à Victor Osimhen. Ils ont d'ailleurs effectué leur dernière séance d'entraînement à l'école de police d'Abidjan. Reportage de nos envoyés spéciaux Massiré Faye, Mamadou Fall et El Hadji Tchernotrami. Cette équipe du Nigeria est très sûre d'elle, confiante, sûre de ses capacités. Joueurs et membres du staff n'ont d'ailleurs qu'un seul mot à la bouche, gagner cette finale. Le plus important, c'est de gagner. Donc il faut se donner à 100% pour saisir cette occasion contre toute équipe. Bien sûr, ce sera un match très difficile, mais c'est une seule occasion à saisir. Et il ne sait pas en fait quand est-ce qu'il aura encore cette chance-là d'arriver en finale. Effectivement, ce sera un match très difficile. Mais comme je l'ai dit au début, nous sommes là pour gagner le trophée et repartir donc avec la coupe. Le Nigeria est le pays qui avait infligé la première défaite à la Côte d'Ivoire en phase de groupe. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé, même si, côté nigérian, on pense qu'il n'y a que des évolutions sur le plan tactique. Bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau à propos de cette équipe. C'est juste des changements techniques, 2 ou 3 joueurs qui ont été intervenus de nouveau. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Nous, en fait, il faut juste qu'on mette face à notre mieux dans ce match et voir avec ce qu'on a comment faire pour gagner. Un des joueurs sur lesquels le Nigeria devra compter, Victor Osimhen. L'actuel meilleur joueur africain est très en forme, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais il travaille beaucoup pour l'équipe. Je pense que dans les matchs qu'ils ont joués, vous avez pu voir qu'il s'est battu pendant tous les matchs. Il s'est pas comporté comme une star. Il a été attaquant, il a été défenseur, il a été à tous les postes en fait sur le terrain. Il a fait de son mieux à chaque match. Et parce que en fait, il sait qu'il est un joueur très important pour l'équipe. C'est pour cela qu'il se donne à fond. Il a été touché à plusieurs reprises, beaucoup de contacts par-ci par-là. Mais il sait également que notre équipe l'appuie. Notre capitaine également l'aide. Et bien sûr, il nous aide également. Le Nigeria n'est plus sacré en Afrique depuis 2013. Cette finale est la bonne occasion pour remonter sur le toit du football africain. Et nous restons en Côte d'Ivoire où la CAF a organisé ce samedi un panel animé par d'anciens champions d'Afrique. Ils sont revenus sur leurs souvenirs, exploits et anecdotes. À ce propos, nous allons écouter tour à tour Daniel Amokachi du Nigeria, Lucas Radebe d'Afrique du Sud et Christopher Katongo de la Zambie. Le football est un sport magnifique. Lorsque vous vous retrouvez dans un tournoi majeur à 17 ans, en ayant juste eu 17 ans, je pense que la joie est débordante. Parce que le fait que je joue dans la même équipe, arborant les couleurs vertes, blanches, vertes, aux côtés de Rachidi Yekini, alors que une année avant cela, j'escaladais la clôture pour regarder les matchs de Rachidi Yekini. Si vous vous rappelez, à un certain moment, on nous a dit, pour la première fois, on nous a dit, Madiba vient vous voir à votre entraînement. On s'est réveillé à 5 h du matin. Nous n'étions jamais réveillés à 5 h du matin. C'était la première fois qu'on s'est réveillé à 5 h du matin. Il est venu vers 6 h 30 du matin. Et pour être honnête, lorsque l'homme est entré dans la salle où nous étions assis, nous ne savions pas s'il fallait s'asseoir, se lever. Nous étions totalement perdus, tellement nous étions impressionnés. Mais il avait une aura tellement imposante. Vous savez, lorsque Madiba est quelque part, vous ressentez son aura et nous l'avions ressenti. Et il nous a vraiment motivés, il a fait un discours qui nous a bien motivés, ce qui nous a permis de réaliser où nous sommes, où nous en sommes et ce que nous apprêtions à faire. Alors nous avons battu le Ghana, nous sommes arrivés en finale et toujours on était appelés des petits poussés, personne ne nous appelait.
Et tout de suite, direction la Côte d'Ivoire pour retrouver Ibrahima Mboup. Si Ibrahima Mboup est en place. Bonjour Ibrahima. Bonjour Aminata. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il ne reste plus que quelques heures pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà, quelle est l'ambiance sur place? Aminata, bienvenue à Abidjan. Nous sommes à Trècheville. C'est un quartier populaire de la capitale. Et en ce moment, les supporters ivoiriens préparent cette finale. Ils se préparent pour aller arracher cette troisième étoile de leur pays en Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters vont se mobiliser, ça c'est sûr. La capitale est grouillante de monde en ce moment. Il y a des klaxons, les décors sont déjà plantés quasiment dans tous les quartiers et ils sont prêts à aller remplir le stade d'Ebimpe qui est assez loin de la ville. Vous pouvez faire 45 minutes de trajet s'il n'y a pas de bouchon, mais s'il y a des embouteillages, ça peut prendre aux supporters 1 heure ou 2 heures. Et c'est sûr que beaucoup vont aller au stade trop tôt, déjà à 7 heures. Certains commencent à prendre le départ pour le stade d'Ebimpe, le stade Alassane Ouattara. C'est comme Dakar-Diamniadio, si on compare un peu Ebimpe et Abidjan. Il y a une grosse mobilisation, grosse préparation des supporters ivoiriens pour aller supporter leur équipe nationale dans cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et cette finale, Ibrahima, va opposer le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous l'affiche? C'est une très belle affiche, très belle affiche. On ne pouvait pas rêver mieux. La Côte d'Ivoire, 2 fois championne d'Afrique. Le Nigeria, 3 fois champion d'Afrique. C'est la 5e finale de la Côte d'Ivoire, la 8e pour le Nigeria. Ce sont donc 2 grands d'Afrique qui vont s'affronter dans quelques heures au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. 2 grands d'Afrique avec des parcours très différents dans cette Coupe d'Afrique. Le Nigeria a eu un parcours très lisse. Le Nigeria a commencé par un match nul et après a enchaîné avec des victoires. Le Nigeria qui a le meilleur potentiel offensif de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Victor Osimhen, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Terem Mofi, des joueurs de qualité, des attaquants de classe mondiale. C'est aussi la meilleure défense de cette Coupe d'Afrique avec seulement 2 buts encaissés. Une équipe complète sur toutes les lignes, cette équipe nigériane. Mais en face, il y aura une équipe ivoirienne qui sera hyper motivé après ce parcours atypique, surtout en phase de groupe. Les Ivoiriens ont aussi de la qualité avec Adengra, avec Haller en défense aussi, avec Ndika. Les Ivoiriens auront l'avantage du stade. Les supporters seront à fond derrière l'équipe d'Emers Faye pour aller chercher la victoire. On le sait, c'est un match qui ne sera pas du tout facile. C'est toujours compliqué de jouer avec le pays organisateur. Et qui sera l'arbitre de ce match? On sait que c'est un élément important pour cette rencontre spéciale attendue par toute l'Afrique. Oui, un élément extrêmement important dans tout match de football. Et si c'est une finale de CAN, ça devient un élément que tout le monde prend en compte dans l'analyse du match, puisqu'il y a eu quelques erreurs d'arbitrage dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous le savez, la CAF a misé cette année pour cette 34e édition sur les jeunes arbitres. On aura un arbitre mauritanien, Dahan Beida. Dahan Beida qui avait sifflé aussi la finale de la dernière CAN des moins de 17 ans. Donc c'est lui qui va siffler ce match. On attendait le Sénégal, Issassi, mais il n'a pas été désigné pour la finale. Il a été désigné hier pour la 3e place. Il était assistant VAR, mais c'est donc un Mauritanien, Dahan Beida, qui va siffler cette finale entre donc, le Nigeria et l'équipe de Côte d'Ivoire à 20h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et on va se retrouver à cette heure-là. On donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs pour le commentaire de ce match. Je serai en compagnie de mon confrère El Hadji Cherno Dramé. Merci Ibrahima Mboup pour toutes ces informations.
Et nous restons en Côte d'Ivoire où la CAN tire à sa fin. Hier samedi, l'Afrique du Sud a remporté la petite finale face à la RD Congo au tir au but. Pourtant, les Léopards ont eu 1001 occasions de plier le match dans le temps réglementaire. Le bronze pour le pays des diamants. C'est une chronique signée le grand Martiawa. Pas de prolongation pour le match de la 3e place. Place directement au tir au but après 90 minutes plus 5 de jeu, débridé mais stérile. L'Afrique du Sud rate son premier tir et la RD Congo a une occasion unique de marquer son dernier penalty, potentiellement celui de la victoire. Mbemba, star congolaise, le rate ou plutôt Williams réussit à l'arrêter. Ce raté ou cette réussite oblige les deux équipes à débuter une deuxième série encore plus compliquée. On imagine que les meilleurs tireurs sont déjà passés. Et puis, il y a cette tension, ce stress sur les candidats, dont certains sont obligés de sacrifier à l'exercice redoutable, parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. Les pénaux, c'est toujours un peu au petit bonheur de la chance, même si un ballon va toujours plus vite qu'un gardien qui peut avoir un temps de réaction long. Dans cette deuxième série mortelle, le Congo perd. L'équipe de Sabre avait pourtant les ressources et les occasions de s'éviter un tel désastre en remportant la partie dans le temps réglementaire. À un moment, l'Afrique du Sud a joué la carte des tirs au but et comme Williams avait retrouvé sa baraka antérieure, il a permis à son équipe de ramener le bronze au pays des diamants. Dure réalité, cruelle même que celle du sport, où fatalement, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Malheur à lui. Merci Oumar Diaw. Voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.